Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de votre émission avec le Maroc depuis Washington sur Médien TV. Nous sommes toujours très heureux de vous retrouver. Les efforts du Maroc au niveau international sont revenus sur le devant de la scène. En effet, l'engagement soutenu de la diplomatie marocaine dans le dossier de la résolution de la crise en Libye a fini par porter ses fruits. Après une série de réunions à Bouznikha, la commission 6+6 est parvenue à un compromis sur les lois électorales devant régir la présidentielle et législative en Libye. D'ailleurs, la signature officielle de ces lois se fera dans les jours à venir. Pour ce faire, le Maroc a plaidé pour l'accompagnement des parties prenantes en vue d'apporter davantage de précision à certaines questions et de s'accorder sur certains détails en vue d'une mise en œuvre harmonieuse de ces lois, car il s'agit d'une étape cruciale pour le processus électoral et le règlement de la question de la légitimité et de la mise en place des institutions. Nous discuterons aujourd'hui de ces développements et nous nous poserons les questions suivantes. Ces avancées représentent-elles une percée majeure? Quelles sont les chances que les protagonistes libyens parviennent à s'entendre sur les règles des nouvelles élections? Et quelles sont les contributions des amis de la Libye que sont le Maroc et les États-Unis? Pour discuter de ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui David Pollock, chercheur associé à l'Institut de Washington pour la politique au Proche-Orient. Il a été notamment conseiller principal pour le Grand Moyen-Orient au département d'État. Parmi nous également, Ben Fishman, lui aussi chercheur au Washington Institute. Il a été au Conseil de sécurité nationale pendant 4 ans, où il a dirigé la division Afrique du Nord et Jordanie. Soyez les bienvenus, mais avant d'entamer le débat, je commence comme il est de coutume dans cette émission avec notre chroniqueur Mark Feifly. Marc, si l'on tient compte des grands événements qui se déroulent partout dans le monde, je dois avouer qu'on a un peu négligé la question libyenne. Elle a été occultée par des événements comme la guerre au Soudan, la reprise des pourparlers entre l'opposition syrienne et le régime Bachar al-Assad, le retour de l'Iran sur la scène internationale, et côté américain par l'ancien président américain Donald Trump, accusé d'avoir mis en danger notre sécurité nationale. Sans compter l'Ukraine qui continue de se défendre contre la Russie et la Chine, l'Ukraine qui demeure l'épicentre de l'actualité internationale. Mais revenons à la situation en Libye qui n'a pas tellement changé car le conflit se poursuit entre les politiciens de l'Ouest et de l'Est du pays. Les protagonistes tentent d'obtenir les meilleurs avantages et de parvenir à un accord qui sortirait le pays de l'impasse. Mais en fait, la crise en Libye perdure et la moindre avancée politique semble difficile à obtenir. Alors ma question maintenant est la suivante. En dehors du Maroc, des États-Unis et des Nations Unies qui apportent une véritable aide à la Libye, qui essaie de nuire à cet État? Et en définitive, comment parvenir à un équilibre? Écoutez, l'effondrement de la Libye en a fait la cible de nombreux groupes terroristes, comme Daesh, qui ont trouvé en 2011 une terre d'accueil et tout cela a débouché sur l'assassinat de notre ambassadeur en 2012 à Benghazi. En fait, les Nations Unies et les États-Unis n'avaient pas une bonne réputation en Libye, en raison de nos relations antérieures avec ce pays. Aujourd'hui, la Ligue des États arabes travaille autant que possible pour trouver une solution. L'Union africaine a tenté également de faire la médiation, mais pour réussir, il faut que ceux qui sont à l'intérieur de la Libye et ceux qui sont à l'extérieur parviennent à se mettre d'accord. Si nous mettons tout cela de côté, disons des élections doivent avoir lieu cette année, cela se transformera en défi insurmontable car vous pouvez peut-être réunir les partis dans une même pièce, mais il faut une réelle volonté d'atteindre l'objectif des élections, avec tous les résultats que ces élections peuvent apporter.
which is they might not win, and there the challenge is. Let me ask you to respond to the same question, but with one. Ben, permettez-moi de vous poser la même question, mais avec quelques ajouts. Certes, vous connaissez les dirigeants libyens et également toutes les parties avec qui ces dirigeants essaient de trouver une issue, que ce soit le Maroc, les Nations Unies et d'autres encore. Alors, à qui pensez-vous qu'ils font confiance et y en a-t-il qui sont neutres dans ce processus ? Pensez-vous que le Maroc soit vraiment le seul médiateur honnête, compte tenu des positions historiques de Rabat envers Tripoli? Quel est le rôle exact que le Royaume joue dans cette médiation? Le Maroc joue à nouveau ce rôle. C'est un acteur très important et respecté dans cette médiation entre les protagonistes libyens. Si vous vous souvenez de l'accord de Srirat signé en 2015, il fournissait un cadre idéal pour les belligérants libyens. Et la même chose s'est produite ce mois-ci. Malheureusement, il n'y a pas de garantie. Il arrive que les représentants formulent un accord et que celui-ci s'effondre dès leur retour chez eux. De ce fait, la question exige de la cohérence et des pressions, que ce soit de la part des Nations Unies ou des États-Unis. De mon point de vue, il n'y a pas eu assez de pression de la communauté internationale, en particulier de la part de l'Égypte et des pays de la région qui ont une certaine influence en Libye, de la part également d'autres partis qui se sont parfois ingérés dans les affaires libyennes. Permettez-moi de vous poser une question. Vous avez dit que les protagonistes libyens se réunissent au Maroc, puis retournent dans leur pays pour présenter l'accord auquel ils sont parvenus, mais que celui-ci reste lettre morte et source de nouvelles divisions. Vous avez dit également que les États-Unis et les Nations Unies devraient faire pression à cet égard. Alors, quel genre de pression les États-Unis et les Nations Unies peuvent-ils exercer? Y a-t-il d'autres formes de pression qui n'ont pas encore été utilisées? Plus précisément, nous avons certains partis qui rendent tout accord impossible. Permettez-moi de les nommer, ces partis. Je pense tout d'abord au général Khalifa Haftar à l'Est, qui n'a aucun intérêt à parvenir à un accord. Il cherche à prendre les rênes de ce pays selon ses propres conditions. Ainsi, il y a beaucoup de choses que les États-Unis et d'autres partis peuvent faire pour isoler ces acteurs. Leur imposer des sanctions et impliquer les pays voisins. Mais ce n'est pas le chemin que nous avons suivi. Et franchement, je ne comprends pas la raison pour laquelle les États-Unis et d'autres partis ne sont pas plus audacieux à cet égard. That's not our approach for some reason, and frankly, I have trouble understanding why people aren't being as aggressive as they can be. Okay, let's ask David Pollock that question. David. D'accord. Alors maintenant, je vais poser la même question à David Pollock. Ben dit que certains acteurs n'ont pas intérêt à voir déboucher ces négociations sur un accord et que les Nations Unies et les États-Unis devraient agir de manière plus décisive. Alors je vous pose la même question, mais sous un angle différent. La région connaît de nombreux événements qui ont pu détourner notre attention de la Libye. Il y a le conflit au Soudan, la guerre en Ukraine, et nous avons parlé du rôle du groupe Wagner. Il y a aussi des développements liés à la Ligue arabe et à la question syrienne qui ont pu affecter la situation en Libye. Alors, pensez-vous que ces événements extérieurs ont contribué à entraver toute entente entre les partis? Et pourquoi pensez-vous que les États-Unis n'ont pas fait preuve de fermeté vis-à-vis de certains acteurs? D'accord, je vous remercie. Ce fut autant de questions auxquelles je vais essayer de répondre brièvement.
Permettez-moi de dire tout d'abord qu'il ne fait aucun doute que toutes les autres crises dans la région ont détourné l'attention des États-Unis et d'autres parties de la Libye, en particulier ce qui se passe au Soudan, qui est devenu une question urgente et peut-être plus dangereuse car c'est une nouvelle affaire, et aussi parce que les attentes sur ce qui se passe au Soudan étaient plus élevées et les espoirs se sont effondrés maintenant. Par conséquent, les parties tentent de collaborer le plus rapidement possible pour faire face à la situation au Soudan, car la Libye est en crise depuis plus de 10 ans, depuis la chute de Kadhafi, et les parties sont épuisées de nombreuses tentatives en Libye, et c'est l'un des éléments. Mais malheureusement, les crises dans un certain nombre de pays voisins créent également des obstacles majeurs à tout progrès en Libye. Le meilleur exemple de cela, à mon avis, est le rôle de la Russie et du groupe de mercenaires russes Wagner, qui utilisent des bases en Libye pour soutenir leurs efforts au Soudan, de l'autre côté de la frontière. C'est ainsi que vous êtes maintenant confronté à un dilemme, car il y a un intérêt russe supplémentaire à maintenir l'ébullition en Libye et au Soudan pour ouvrir la voie aux mercenaires russes pour atteindre les objectifs russes aux dépens des peuples en Libye et au Soudan. David, permettez-moi de vous interrompre, mais nous arrivons déjà au terme de cette première partie. Nous écouterons la suite de vos propos juste après la pause. Nous sommes tous conscients de la profondeur du problème, mais ce que nous avons entendu de Ben et David confirme que cette crise est très complexe et qu'elle nécessitera une médiation sérieuse et véritablement décisive de la part des amis de la Libye s'ils souhaitent vraiment sortir le pays de cette impasse, une impasse qui remonte à très longtemps. Nous allons maintenant faire une courte pause, alors restez bien avec nous. Nous voilà de retour pour la suite de votre émission avec le Maroc depuis Washington. Notre discussion porte aujourd'hui sur la crise en Libye et les efforts du Maroc pour parvenir à un consensus en vue d'organiser des élections dans ce pays. Avant la pause, nous écoutions David Pollock qui évoquait les raisons du manque de fermeté des États-Unis et des Nations Unies à l'égard de certains acteurs. David, voulez-vous poursuivre, s'il vous plaît? Effectivement, il y a un dernier point que je voudrais soulever. Il n'est peut-être pas accepté comme je le pense chez certains. Ce point est lié à la question des sanctions, en particulier les sanctions américaines contre les individus ou les institutions qui causent des troubles en Libye. Nous devons arrêter de prétendre que si les États-Unis annoncent que des sanctions seront imposées à ceci ou à cela, cela aura un effet. Qu'est-ce qu'on en retire? Il s'agit d'un choix moins d'efficacité. D'autant plus, je ne pense pas que ce soit un problème en Libye que d'essayer d'amener d'autres parties à jouer ce rôle au nom des États-Unis. Ben, l'une des raisons pour lesquelles les sanctions sont moins efficaces qu'elles ne le devraient, c'est que la Libye est un pays exportateur de pétrole. Combien de millions de barils sont exportés selon vous? 1 million, 2? 1 et 3 sur 10. C'est un exploit d'ailleurs. Pouvez-vous nous parler du poids du pétrole dans la politique en Libye, c'est-à-dire en quoi contribue-t-il à faciliter ou à compliquer le processus dans la recherche d'une solution politique? Tant que le pétrole libyen continuera de couler et tant que les parties ne s'entretueront pas, la Libye ne sera pas véritablement considérée comme en crise, et pourtant la situation est bien figée.
Et le pompage du pétrole peut s'arrêter à tout moment, à cause d'une personne ou de n'importe quelle milice. Et ainsi paralyser toute l'économie libyenne. C'est ce qui s'est passé l'été dernier lorsque le général Haftar a suspendu l'extraction de pétrole libyen. Les États-Unis ne sont pas intervenus, mais les Émirats arabes unis ont cette fois-ci réussi à persuader le gouvernement de l'Ouest de redémarrer le pompage du pétrole. Alors maintenant, je voudrais entendre brièvement vos avis à tous les deux concernant un article que j'ai lu sur un site d'information marocain sur la mission d'appui des Nations Unies en Libye, la MANUL. Alors je le cite. La mission d'appui des Nations Unies en Libye a échoué dans presque tous les objectifs imaginables. Ses défauts sont structurels et son mandat est mal conçu. La mission d'appui a ignoré l'histoire politique libyenne et le manque de progrès sur le terrain ne peut pas être considéré comme une surprise. Fin de citation. Alors qu'en pensez-vous, Ben? Écoutez, les problèmes structurels concernant l'arrivée d'un nouvel envoyé de l'ONU exigent qu'il ait une nouvelle équipe qui comprenne la situation et soit capable de pousser les parties libyennes à reprendre le processus. Mais pour que l'ONU joue un rôle plus efficace, elle doit encourager une solution de l'intérieur de la Libye. Il doit y avoir une troisième voie entre l'individu et la solution de l'intérieur, surtout que le conflit en Libye dure depuis tant d'années. L'une des choses imposées par les Nations Unies est le fait d'empêcher les importations d'armes en Libye depuis l'étranger. Mais comment cela se passe-t-il, David? Bon, cela n'a pas très bien fonctionné. Je suppose que l'on pourrait soulever ce à quoi Ben a fait allusion, à savoir que les problèmes en Libye n'ont pas été résolus et n'ont pas atteint le niveau d'une véritable guerre civile, ce qui serait le cas même s'il n'y avait aucune restriction sur le flux d'armes vers la Libye. Parce que je vois en fait qu'il y a suffisamment d'armes en Libye, que même si toute interdiction officielle pourrait rendre la situation en Libye très dangereuse et instable. D'ailleurs, de nombreux pays n'ont en fait pas respecté la décision des Nations Unies d'interdire la fourniture d'armes à la Libye. Et on peut dire que cela s'applique à la Syrie, au Yémen et à l'Irak, où des missions des Nations Unies sont sur le terrain et exercent une activité efficace. Il faut donc arrêter de prétendre qu'il y a un embargo sur les armes. It is somewhat effective in terms of now there's a EU mission tied to the embargo. L'embargo a été quelque peu efficace étant donné que l'Union européenne a pour mission de surveiller sa mise en œuvre. Mais pourquoi est-ce si risible? Car l'approvisionnement du groupe Wagner continue et les vols entre la Syrie et la Libye avec des armes vont maintenant vers le Soudan et d'autres bases de Wagner en Afrique. Lorsque les combats ont éclaté en Libye, certaines parties ont pu établir une base aérienne avec le général Haftar. Théoriquement, l'embargo aurait pu empêcher l'arrivée d'armes lourdes par la mer. Mais même cela n'est pas certain. Je ne suis pas favorable à une annulation complète de l'embargo. Mais il ne faut pas prétendre que cela fonctionne parfaitement. Durant le temps qu'il nous reste, je voudrais entendre vos prédictions pour l'avenir. Je commence par vous, Marc. Il s'agit d'un pays très divisé et dirigé par des personnalités fortes comme Dbaïba, Akila Saleh, Haftar, un pays soutenu par un projet international qui manque de force. Alors, y aura-t-il des élections d'ici la fin de l'année? Cela changera-t-il quelque chose? C'est une question facile. Merci, Adam.
Je crois que nous avons besoin d'outils au sein de la société libyenne pour créer une différence, avec la nécessité de prendre en compte les contextes tribaux, ethniques et régionaux. En fait, les défis sont immenses. La chute de Kadhafi a créé un vide et c'est bien là le problème. Peu importe les efforts déployés par les parties internationales, la solution doit venir de l'intérieur de la Libye et elle doit prendre des décisions. David, nous avons appris des leçons de l'Irak et du Yémen, car lorsque les régimes tombent, le chaos s'ensuit généralement. Et nous avons vécu cela pendant plus de 10 ans en Libye. Y aura-t-il bientôt une fin? Vous savez bien, et malheureusement, je pourrais dire même tragiquement, je pense qu'il existe de mauvaises et de pires options disponibles pour beaucoup de ces pays. L'un des exemples que vous avez mentionné, Adam, au début de l'émission, est la Syrie, où la guerre civile y est presque terminée. Par conséquent, d'autres options doivent être envisagées pour mettre fin au conflit ou le réduire. Et je pense que la meilleure solution que je puisse proposer à partir de la leçon que nous avons apprise de l'Irak, c'est de parvenir peut-être à un accord pour partager le pouvoir au niveau national, c'est-à-dire l'établissement d'une forme de gouvernement fédéral ou l'octroi d'autonomie à différentes régions du pays avec l'existence de l'autorité du gouvernement fédéral. Ce n'est pas la meilleure solution et cela peut ne pas rendre le pays très stable, mais cela peut être la meilleure solution. Ben, quel est votre avis? La solution est-elle envisageable? Revenons à l'accord de Bouznika. Pensez-vous qu'ils vont accepter les élections? Et est-ce que la Chambre des représentants et le Haut Conseil d'État ratifieront les actes de Bouznika? Écoutez, je ne veux pas entrer dans les détails de cet accord, car il s'agit d'une répétition de ce qui a été convenu il y a 4 ans. Mais l'essentiel est qu'il nécessitera plus d'action. En fait, je voudrais soulever un point, à savoir que la Libye compte entre 5 et 6 millions d'habitants. Nous ne savons pas exactement parce qu'il y a eu des changements dans la démographie au cours des dernières années. Mais la Libye possède d'énormes richesses pétrolières et peut bénéficier énormément à la région. Si la Libye a un gouvernement stable, des millions de travailleurs égyptiens pourront retourner travailler en Libye. Cela aidera l'Égypte à faire face à sa crise économique, ainsi que la Tunisie, qui souffre également d'une crise économique. La Libye peut grandement aider la région et même absorber une partie des émigrés qui tentent de rejoindre l'Europe. Je ne veux pas conclure sur une note trop pessimiste. Ce qui est possible, c'est que si un gouvernement légitime prend les rênes du pouvoir en pays, cela aura un grand impact sur la transformation de l'Afrique du Nord et même sur l'espoir de la sortie du groupe Wagner de Libye avec le soutien des partenaires américains. Nous arrivons déjà au terme de cette discussion. Je vous remercie Ben pour cette lecture. Je suis content que vous voyez une lueur d'espoir, mais personnellement, je crois que le bout du tunnel est encore loin et qu'il y a beaucoup à faire. La Libye représente en effet une bonne opportunité pour l'Afrique du Nord et pour l'Europe également. Mais pour y parvenir, nous avons besoin de beaucoup de concessions. Il ne semble pas qu'il y ait beaucoup de gens prêts à faire ces concessions. Cela nécessite de la pression et de la détermination de la part de tous. Sommes-nous réellement prêts? Le temps nous le dira. Je tiens à remercier nos 2 invités, David Pollock et Ben Fishman. Merci également à notre chroniqueur, Mark Pfeiffer, qui, comme c'est toujours le cas, enrichit grandement nos discussions.
Merci pour votre attention. Je vous souhaite à toutes et à tous Eid Mubarak Saïd et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Inch'Allah. Ila laka.